J'ai longtemps voulu faire une vidéo sur Smash Bros dans un format peut-être plus thèse analytique poussé et détaillé, mais force est de constater que j'ai beaucoup de mal. Et comme j'ai l'habitude avec cette chaîne YouTube, le but ça va être de quitter un petit peu ce perfectionnisme désincarnant et faire une vidéo qui, à défaut d'être parfaite, aura le mérite d'exister. J'essaye de me forcer à faire une vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc j'ai été assez peu regardante sur la qualité. Aussi, je saurais pas vous dire à qui cette vidéo est dédiée, donc si vous êtes un peu étranger au sujet, j'espère que ce sera quand même regardable. Le but c'est simplement de me motiver à faire plus de vidéos. Donc j'espère que vous êtes prêtes pour une simple lecture de notes, pour faire une vidéo légère et prompte à la discussion. Donc, de 2016 à 2023, ma vie était particulièrement articulée autour de la vie communautaire de la licence Smash Bros. Et de fait, en 2025, on pourrait dire que ce n'est plus du tout le cas. Il y a plein de raisons à ça, la première assez évidente, c'est simplement le fait que j'y ai joué pendant super longtemps, et que parfois dans la vie on passe simplement à autre chose. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, et poser plusieurs points qui me gênent dans la communauté en ligne de Smash Bros. Et des points assez spécifiques à la gestion du jeu en lui-même, au-delà des autres problématiques un peu plus évidentes de misogynie, de queerphobie ou de pédophilie, car c'est aussi ça, la communauté Smash Bros. Même si on prend un malin plaisir à le dire d'ailleurs, je tiens à faire remarquer que ce n'est pas inhérent à cette communauté en particulier et que le problème c'est plutôt les gamers de manière générale, hein. Bref, quand j'ai quitté Smash Bros en 2023-2024, la principale idée qui m'était en tête, c'était la méta est relou. Donc la méta, ça désigne un petit peu la façon la plus optimale de jouer sur un jeu. Et de fait, la façon dont la plupart des gens vont jouer sur un jeu. Et à ce titre, sur Smash Bros, en 2023-2024, peut-être encore aujourd'hui, la méta était relou à affronter et relou à regarder. Et par rapport à cette question, ce que je trouve intéressant, c'est que le problème que j'avais avec la méta de Smash Bros en 2023, c'est que ces problèmes sont une exagération de problèmes inhérents aux règles qu'on avait décidées pour le jeu, pour Smash Bros Ultimate en l'occurrence. Et à l'aube d'un potentiel Smash 6 qui devrait arriver dans quelques mois/années, je pense que c'est intéressant de réfléchir au pouvoir qu'a la communauté Smash Bros sur son propre jeu. Pour expliciter mon propos, je vais prendre mon argument principal qui est Pokémon Stadium 2 n'est pas neutre. Alors qu'est-ce que Pokémon Stadium 2 ou PS2 ? C'est peut-être moins le cas maintenant, je ne sais pas, ça fait 1 an que je ne suis pas dans la communauté, mais l'idée à l'époque c'était que c'était à peu près la map de base. Au-delà de la factuelle map de base qui est champ de bataille, c'était l'endroit un peu par défaut où on avait coutume de s'affronter. C'est une map qui a été choisie dans le rule set dès le début du jeu, donc en 2018, parce qu'elle n'était pas au désavantage d'une grande majorité de personnages. Il y a eu d'autres maps qui ont été choisies au début du jeu et qui sont parties du rule set, je pense à Yoshi's Island ou Lylat, parce qu'elles étaient définies comme trop chiantes. Vous remarquez que toutes ces maps là, c'est des maps avec un bord, avec un vide juste en dessous. Il y a d'autres maps qui sont disponibles sur Smash Bros Ultimate qui n'ont pas de bord du tout et qui rendraient certains personnages comme Donkey Kong ou Little Mac extrêmement forts. Donkey Kong parce qu'il peut attraper des gens et les propulser très facilement en dehors de la blast zone, et Little Mac parce qu'il est extrêmement fort sur le sol et que son principal territoire de difficulté, à savoir l'espace aérien de manière générale, serait beaucoup moins demandé, on va dire. Ce que je tiens à mettre en valeur, c'est le fait qu'on a décidé de ne pas jouer sur des maps sans bord. On a décidé, simplement parce que de manière assez intéressante, on estime que le ledge trap, ou en tout cas la façon de gérer le fait de revenir sur le terrain, c'est quelque chose d'inhérent à ce qu'est Smash Bros ou le platform fighting de manière générale. Ça fait sa particularité. Et du coup, on estime que ne pas le mettre, c'est finalement ne pas jouer à Smash Bros. Et c'est un choix qui est extrêmement respectable. Mais ayons conscience que c'est un choix, qu'on a décidé de nous-mêmes que Little Mac n'aurait pas le droit d'avoir de map où il serait super fort, où il pourrait profiter à 100% de toutes ses capacités. C'est un choix, potentiellement le meilleur, mais c'est un choix. Super Smash Bros Ultimate est un peu plus défensif qu'un Melee, mais il a l'avantage d'avoir une très belle diversité de personnages et de façons de jouer différentes. Sur presque 80 personnages, aucun n'est vraiment impossible à jouer en tournoi. Dans les tier lists, on peut bien aller jusqu'au rang B pour voir des personnages qui font des résultats à très très haut niveau. C'est pas quelque chose de normal du tout dans les jeux de combat. Et c'était vraiment stylé dans Ultimate. Mais il y a un personnage qui a changé beaucoup de choses, c'est Steve. Steve, c'est un personnage qui est apparu en DLC et il a passé quelques temps à être simplement un personnage normal jusqu'à ce qu'on découvre qu'il était extrêmement fort, mais un niveau de fort qui était du jamais vu pour un personnage sur Ultimate. Tellement fort qu'on a commencé à avoir peur qu'il soit une sorte de Bayonetta 2. Bayonetta, c'était un peu pareil, un personnage DLC qui était apparu à la fin de vie du jeu Smash Bros 4, donc juste avant, et qui avait juste roulé sur tout le jeu et avait fait en sorte que tous les podiums étaient occupés par Bayonetta. Le genre de personnage tellement fort que toute la méta et toutes les façons de jouer se structurent autour du fait que ce personnage existe. Les personnages qui sont forts contre lui deviennent plus forts et les personnages qui sont faibles contre lui deviennent plus faibles. Et ce qui est intéressant, c'est que Steve n'était pas juste surpuissant. Il était surpuissant dans sa manière d'être défensif. Il était patient. Il dictait la forme que prenait la partie. C'est lui qui décidait la vitesse du jeu. Et s'il avait envie d'être très lent, alors la partie allait être très lente. Et de fait, il était meilleur quand il était très lent. Enfin, je dis lent, mais c'est patient, quoi. Et pendant un petit moment, il y a eu du coup cette construction de la méta autour du fait que Steve était fort. Mais contrairement à Bayonetta, Steve n'était pas
tout puissant. Et très vite, on s'est rendu compte que, même si c'était le personnage le plus fort, il y avait beaucoup d'autres personnages qui lui tenaient tête. Néanmoins, cette période de toute domination qu'il a eu pendant un court instant a vraiment ouvert la boîte de Pandore sur qu'est-ce qu'un excellent perso sur Smash Bros Ultimate. Ça a permis d'exacerber toutes les qualités qu'il fallait pour bien jouer à Smash Bros Ultimate et a permis de dévoiler de nombreux top tiers. Plein de personnages qui seraient restés dans l'ombre, en tout cas peut-être plus longtemps si Steve n'avait pas permis de dévoiler tout ça. Ce qu'il faut se dire quand il se passe ce genre de truc, c'est en plus que ça empêche certains personnages de se développer autrement. Sonic par exemple est un personnage qui pourrait ne pas jouer défensivement, mais avec la domination de Steve, on s'est rendu compte que si Sonic jouait de manière extrêmement patiente, un peu fuyante, il pouvait être extrêmement fort et un des personnages les plus forts. Et pourtant, on peut jouer Sonic en étant extrêmement agressif et rapide. Simplement, dans la méta de Smash Bros actuelle qu'a construit Steve, ce n'est pas comme ça que c'est plus efficace de jouer Sonic, et potentiellement que Sonic ne serait pas un top tier s'il n'avait pas cette possibilité de jouer défensivement. Je vous renvoie vers une super vidéo de Léon Massé, qui est anglophone mais qui est vraiment très chouette et très accessible, qui en gros développe la thèse selon laquelle le personnage le plus fort dicte la façon dont va être joué le jeu de manière générale. Il y a eu deux personnages qui ont été extrêmement forts sur les deux Smash Bros, donc Fox sur Smash Bros Melee et Meta Knight sur Smash Bros Brawl. Ce qui rendait Fox sur Melee extrêmement fort, c'était le fait qu'il était extrêmement rapide, extrêmement puissant et qu'il était bon en combo. Et donc, si vous vouliez être fort sur Melee, il fallait être soit plus fort que Fox, soit plus rapide que Fox, soit plus fort en combo que Fox. Donc les personnages les plus forts, c'était ceux qui étaient rapides. Et de fait, Smash Bros Melee aujourd'hui, c'est un des jeux les plus rapides, parce que les persos forts, c'est ceux qui vont le plus vite. A l'inverse, sur Brawl, Meta Knight pouvait se permettre d'être patient, d'être long, d'être difficile à approcher. Et donc les personnages qui étaient forts, c'était soit ceux qui pouvaient l'enfermer dans des chain grabs, soit ceux qui pouvaient être encore plus patients que lui. Donc tout ça a rendu Brawl un jeu extrêmement lent. C'est pas uniquement la faute de leurs deux top tiers que ces jeux sont ce qu'ils sont. Il y a un rapport de cause et de conséquence qui va dans les deux sens. Mais c'est quand même deux gros exemples pour expliquer pourquoi un jeu est tel qu'il est. Savoir quel personnage y est le plus fort. Comme j'avais dit, Ultimate était déjà un jeu assez défensif. On s'est juste rendu compte qu'on pouvait être encore plus défensif qu'on l'était avant, pour être meilleur. La situation a été assez critique fut un temps, mais aujourd'hui on peut le dire de manière assez safe, Ultimate est loin d'être mort. Par contre, c'est devenu un jeu assez différent de celui qu'il l'aurait pu être. Et mon problème avec ça, c'est que cette différence et cette route vers laquelle on est allé, elle s'est fait non volontairement. On est arrivé au stade où on en est sur Smash Bros parce que les joueurs ont décidé de ne rien faire, parce que les joueurs ont eu peur. Les joueurs de Smash peuvent faire quelque chose. Je trouve qu'avec le temps, on oublie la chose la plus importante par rapport au Smash Bros compétitif, c'est qu'on ne joue pas avec les règles officielles. Ce sont nos règles. C'est les règles que nous avons inventées pour jouer à Smash Bros. On les a inventées parce que le jeu de base, avec des objets, avec des terrains aléatoires, était particulièrement frustrant et injuste. À ce titre, vu qu'on a décidé nos propres règles, on a un droit de regard sur comment les choses se passent. Je dirais même pire, nous sommes 100% responsables de la tête qu'a notre jeu. Décider d'être inactif comme on l'a été par rapport à Steve et l'évolution de Smash Bros, c'est déjà faire quelque chose. Ne pas faire, c'est faire. Ne pas bannir Steve parce qu'on pense qu'il est bénéfique, qu'il est chouette au jeu, c'est plutôt ok, et vous avez le droit de penser comme ça. Mais ne pas bannir Steve parce que c'est comme ça, c'est extrêmement lâche. Ne pas bannir Steve parce qu'on dit que de toute façon, personne ne va le faire et que, si le personnage est dans le jeu, c'est comme ça, et bon, voilà, il faut s'y faire. C'est cruellement se déposséder d'un pouvoir qu'on a pourtant. Ce qu'il faut se dire, c'est que bannir Steve, c'est pas moins injuste. Dire, mais si on le bannit, c'est injuste pour les gens qui le jouent. Si on le bannit, on pourra plus s'entraîner contre lui, et quand on se retrouvera contre lui dans des tournois américains ou japonais, on n'aura pas appris à jouer. C'est aussi lâche. La puissance de Steve, elle annule plein d'autres personnages. Qu'est-ce qu'on pense de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on pense de toutes les personnes qui jouent Diddy Kong, qui jouent Kirby, qui jouent Fais l'Inferno, qui se retrouvent complètement empêchés de jouer par un tel personnage? Est-ce que c'est moins injuste parce qu'on n'a rien fait et que c'est comme ça? Vous connaissez le dilemme du tramway? Et je vous dis tout ça, je suis pas forcément en train de prêcher un ban de Steve. C'est des discussions qui commencent à avoir plusieurs années, on en a un peu rien à foutre, je pense. Mais il y aurait pu avoir d'autres réflexions. Je sais que par exemple, on s'était dit que le terrain Lylat était assez intéressant parce que quand Steve mine dessus, il mine du fer. Et c'est un peu plus lent à miner. Donc Steve met un peu plus de temps à mettre en place son game plan. Donc plein de personnages pouvaient se débrouiller avec le temps qu'ils avaient avant que Steve ait un meilleur équipement. Faire revenir Lylat en tant que terrain aurait pu être une solution plutôt que de bannir Steve. Mais même ça n'a pas été fait. Sur la fin du temps où j'étais actif dans la communauté, combien j'ai vu de joueurs se plaigner, ou même certains se plaignent encore, de la méta et de ce qui est devenu Smash Bros Ultimate, mais restent sur le jeu parce que c'est comme ça, alors que idéalement ils préféraient que ça ressemble à autre chose. Il y a un vrai syndrome du survivant à dire « Oh mais les gens jouent encore à Ultimate !» C'est pas que les gens jouent encore, c'est qu'il y a encore des gens qui jouent. Il y a énormément de personnes qui ont quitté le navire parce que Smash Bros était devenu trop chiant, et ils sont plus là pour se faire entendre dans la communauté. Encore une fois, les règles auraient dû évoluer. On aurait dû réfléchir tout ça à l'arrivée des DLC et des personnages qui ont un peu chamboulé
contrôler tout ça. Avec ces règles, il y a des personnages qui étaient devenus trop forts, et dans un jeu à 80 personnages où tout le monde est viable, c'est une force qu'a notre jeu qu'on aurait dû prendre en compte. À mes yeux, c'est vraiment un des trucs qui rend Smash Bros Ultimate un des jeux les plus stylés du monde. La diversité, elle est dingue quoi, c'est trop chouette. Maintenant, mon avis à moi, c'est que c'est trop tard. Aujourd'hui, des années après ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus jouer à ce jeu qu'on a actuellement, à cette façon de jouer à Smash Bros Ultimate. Et je dis plus qu'on aurait dû faire quelque chose fut un temps. Les choses qu'on peut faire aujourd'hui, par contre, c'est créer des catégories à part. Par exemple, moi j'adore le gameplay de Steve, je trouve que c'est vraiment trop fun. Et le perso a été énormément poussé, plus que quiconque, et c'est vraiment génial. Ce perso devrait être super fun, mais il l'est pas simplement parce qu'il joue pas dans la même catégorie que les autres, et même il parasite la compétition des autres personnages. Donc on pourrait faire des compétitions avec uniquement Steve par exemple, ou uniquement les personnages DLC. Aujourd'hui il y a plein de scènes locales qui bannissent Steve, ou alors qui font des best of 5 avant le top 8, ou uniquement à la finale, qui autorisent certains terrains plutôt que d'autres. Et c'est ce genre de différence inhérente aux scènes locales que devrait s'autoriser beaucoup plus de tournois majeurs. C'est pas parce qu'on est gigantesque, c'est pas parce qu'on est international qu'on n'a pas le droit de choisir les règles sur lesquelles on joue. Parce que sinon on les change jamais et on n'a plus le droit de remettre en question ce à quoi ressemble le jeu. Comme si on roulait sur un train avec des rails prédéfinis, oubliant que c'est nous qui avons posé ces rails. Bête de phrase. Dans un jeu de combat normal, c'est l'éditeur qui fixe les règles sur lesquelles on joue. Mais là, vu que l'éditeur nous soutient pas et que c'est nous qui avons décidé ces règles, y a personne pour faire état de voix suprême sur quelles sont les règles qui doivent être faites. Et même quand c'est le cas, si on prend le cas de Capcom avec Street Fighter 6, ils ont ce truc de changer les règles à peu près à toutes les saisons. Et c'est ce qu'on devrait faire, en ayant des réflexions plus régulièrement. Par exemple, à la sortie de la Switch 2, il y a une petite réflexion sur la possibilité de jouer à partir du mode Smash en bande. En fait, avec la puissance de calcul de la Switch 2, c'était un mode qui se lançait beaucoup plus vite, et du coup ça rendait ça un petit peu plus viable à faire en tournoi. Et c'est ce genre de réflexion qu'on devrait avoir, mais carrément plus souvent. Maintenant, je suis pas naïf non plus. Cette uniformisation, elle vient de deux choses. D'abord, c'est la mondialisation de la scène. Quand je disais « nous sommes responsables de ce à quoi ressemble le jeu », le fait que ce « nous » il soit gigantesque, ça change tout en fait. On a peur de changer les règles et de briser les habitudes de nos congénères à travers le monde. On a peur d'être à la traîne sur genre des match-up comme c'était le cas sur Steve. On a plein de communautés, plein de continents, de visions de jeu. Et un truc qu'on n'a pas fait, c'est que pour trouver la meilleure forme que peut avoir ce jeu, la forme qui nous conviendrait le mieux à tous, on doit débattre et on doit prendre des mesures radicales pour changer les choses qui nous gênent, quitte à se tromper. Peut-être que ce besoin de débat, il est difficile parce qu'on n'a pas trop de canaux de discussion. Sur Discord et Twitter, c'est pas forcément les endroits qui amènent le plus à la remise en question et au débat. Peut-être simplement que les espaces communautaires en ligne sont moins ouverts qu'à l'époque, que les forums et les fandoms de 2010 sont évidemment pas du tout les mêmes que ceux de 2020. Mais pour moi, la vraie raison de cette uniformisation, elle découle de la plus grande problématique qu'a eu Ultimate au cours de sa vie, c'est que la scène Smash Bros a voulu faire pro. Elle a voulu prouver qu'elle était une grande fille, prouver qu'elle était digne, qu'elle était fiable, que c'était une vraie scène de jeu de combat, et ça l'a amené à faire des trucs stupides. Parce que la scène Smash Bros n'est pas pro. Elle peut pas être fiable. Et simplement, elle pourra jamais l'être tant qu'elle aura pas l'aval de Nintendo. Et je vous le donne en mille, Nintendo ne donnera jamais son aval pour que cette scène existe. La scène Smash Bros est condamnée à être une scène brouillonne, locale, avec un plafond de verre évident. Et vous savez quoi ? C'est pas grave. Nous, en tant que scène, on doit abandonner l'idée de vouloir d'être ce qu'on n'est pas et de se concentrer sur nos forces évidentes, sur le fait qu'on a une scène hyper importante offline, qu'on a des joueurs hyper dévoués, qu'on a un jeu extrêmement culte, qu'on n'a pas par exemple à chercher régulièrement de nouveaux joueurs comme peuvent l'être des scènes indé comme Rivals of Aether, ou même des trucs un peu plus fat genre Fatal Fury. Il y aura tout le temps des gens qui joueront à Smash Bros parce que tout le monde joue à Smash Bros. Et je veux dire, remarquons qu'on a besoin de séduire personne. C'est pas le cas de tout le monde. Si j'exprime cette idée et que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de dire un truc. C'est que quand Smash 6 sortira, on doit avoir ça en tête. On doit rappeler le pouvoir qu'on a en tant que communauté. De la véritable chance de pas être dicté par notre éditeur. Ce pouvoir décisionnel sur les règles et notre façon de fonctionner, c'est le cœur de la communauté Smash Bros. C'est nous qui avons choisi la façon dont on joue. C'est nous qui avons choisi de nous séparer de certains terrains. C'est nous qui avons choisi de délaisser Brawl à l'époque de 2008 pour retourner sur Melee parce que c'était un meilleur jeu. C'est nous qui devons décider de bannir des joueurs quand ils sont toxiques ou problématiques. Et regardez, avec Smash Bros Ultimate, la scène compétitive a eu vraiment un énorme succès et maintenant on a quasi le meilleur des deux mondes. On a les sponsors et la visibilité d'une scène pro et en même temps la liberté d'une scène amatrice. Alors oui, les top players de Smash sont pas les top players de LoL ou de Rocket League. Ils ont pas d'énormes salaires et d'énormes structures. Mais peut-être qu'on devrait accepter de sacrifier un peu d'argent pour rester une communauté libre et punk. Parce que de toute manière on sera jamais pro. Et on n'est pas dans le cas par exemple de communautés comme celle de Mario Kart où les top players ont juste rien du tout. Le meilleur du meilleur joueur du Mario Kart du monde n'a pas de salaire. Soyons conscients de la chance qu'on a, ne serait-ce que d'avoir des sponsors. Et voilà, simplement, je trouve qu'être une scène qui a autant de liberté et de succès, en 2025, c'est un peu classe, et je pense que on devrait en prendre conscience.